Dans le cadre de la partie guerre mondiale et régime totalitaire, le chapitre 3 de l'année va nous intéresser au régime totalitaire dans les années 30. Donc de quelle manière le régime totalitaire se développe-t-il en URSS et en Allemagne dans les années 30 avec deux personnages principaux comme objet d'étude, Staline ici pour l'URSS et Hitler pour l'Allemagne nazie. Donc ce diaporama vidéo va ici s'intéresser à l'URSS de Staline, un État totalitaire, avec en introduction, nous allons voir la mise en place du régime par Lénine. Donc petit rappel du chapitre sur la Première Guerre mondiale. En 1917, le parti bolchevique dirigé par Lénine prend le pouvoir par la force en Russie. Suite à cela, il y a 3 ans de guerre civile entre 1918 et 1921, guerre civile gagnée par l'armée rouge, l'armée communiste. Donc Lénine, une fois au pouvoir, veut imposer le communisme, c'est-à-dire une société égalitaire. Mais pour cela, il faut utiliser ce qu'on appelle la dictature du prolétariat pour imposer aux différents membres du pays d'accepter ce communisme. Donc comme on peut le voir dans cette planche de Tintin au pays des soviets, le premier album de Tintin de Hergé, on voit donc ici une élection en Russie, avec Tintin qui est ici, et cette élection est pour le moins peu démocratique, puisque même s'il y a 3 listes en présence, la population est obligée de voter pour le Parti communiste. Donc la conséquence réelle de cette dictature du prolétariat, c'est en fait la mise en place d'un parti unique, seul le Parti communiste est autorisé, et une suppression des libertés de la population, c'est-à-dire que, par exemple, la liberté de la presse est interdite. Donc en même temps, Lénine veut diffuser cette révolution communiste dans le monde, comme on peut le voir dans cette affiche de la 3e internationale communiste. En 1922, il fonde l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Cette carte nous montre bien cette union d'une quinzaine de républiques, donc avec des républiques asiatiques et européennes, mais dans la réalité, toutes ces républiques sont communistes et obéissent au Parti communiste de Moscou. Donc suite à cette introduction, on va maintenant s'intéresser à l'URSS de Staline. Cette photographie de 1932 prise dans un camp de déportation est un exemple de ce que va devenir l'URSS sous Staline, puisqu'ici on voit plein de prisonniers politiques en train de travailler dans des conditions extrêmes. Donc cette URSS sous Staline va être créée car Lénine meurt en 1924 de maladie et Staline va se présenter comme son disciple et il va être choisi par le Parti communiste pour diriger le pays. Il devient alors seul le maître du pays. En quelques années, il va imposer sa dictature. Donc cette dictature va être appelée plus tard à ce qu'on appelle un régime totalitaire, c'est-à-dire un régime politique qui obtient l'obéissance de la population en utilisant la propagande, la terreur, mais aussi l'encadrement de cette population. Donc en premier, on va voir que Staline va mettre en place une économie communiste, donc une économie étatisée. Et la première chose qui va être faite dans les années 20, c'est la collectivisation des terres. Donc avant cette collectivisation, on voit ici que les petits paysans russes avaient chacun leur exploitation, une petite exploitation, et seulement une partie du terroir était collectif pour faire paître les animaux. Après la collectivisation, donc dans les années 30, les petites exploitations paysannes ont disparu, remplacées par une grande exploitation collective appelée le kolkhoz, les paysans ne conservant qu'un petit lopin individuel, un jardin en fait, qui va leur appartenir. Mais le travail va se faire dans la collectivité. Donc cette collectivisation ne va pas se faire sans grosses difficultés, puisqu'une bonne partie des paysans vont refuser cette collectivisation. Donc pour résumer, Staline décide la collectivisation des terres. Les terres sont prises aux paysans pour créer des grandes exploitations collectives qu'on appelle les kolkhozes. Les terres, les animaux, le matériel, mais aussi le travail, ils sont entièrement mis en commun. Les paysans qui vont résister à cette collectivisation sont appelés les koulaks. Ils sont tués ou déportés par millions par Staline. Donc autre étape dans la collectivisation de l'économie, c'est l'industrialisation. En effet, Staline veut créer une société moderne et industrielle, et il va donc pousser l'industrialisation. On peut voir ici dans ces chiffres que la production de charbon va fortement augmenter, ainsi que la production d'électricité ou d'acier, et l'URSS se modernise à marche forcée. Dans le même temps, on voit bien que dans l'agriculture, quasiment la totalité des terres va être collectivisée, ce qui va provoquer au départ une baisse de la production, et ensuite une nouvelle remontée. Donc pour résumer cela, toutes les entreprises russes sont nationalisées, c'est-à-dire c'est la transformation d'une entreprise privée
en entreprises appartenant à l'État. La production industrielle est planifiée par l'État. Sont ainsi créés des plans quinquennaux qui fixent pour 5 ans les objectifs de production à atteindre. Cette production augmente beaucoup dans l'industrie lourde, la sidérurgie ou l'armement. À l'opposé, les biens de consommation vont être peu fabriqués en Russie et il y a des pénuries. Par exemple, il était courant qu'en URSS, plusieurs familles n'aient qu'un seul logement pour habiter. Donc cette affiche de 1934 montre bien que Staline, sous la férule de Lénine, on va dire, va développer l'industrie lourde, comme on peut le voir ici. Donc deuxième partie sur cet état totalitaire, la terreur de masse. Donc, nous avons visionné en cours un extrait d'un documentaire sur Staline, le tyran rouge. Donc cet extrait nous a notamment montré que sont développés en URSS plein de camps administrés par ce qu'on appelle le goulag. Alors ces camps sont situés notamment dans les régions sibériennes comme la Kolyma à l'extrême est de la Russie, ou dans le nord, dans les régions très froides du nord. Mais ces camps sont aussi créés dans les régions qu'on industrialise, puisque les prisonniers vont être utilisés pour développer l'industrie soviétique. Donc Staline va diriger seul le pays. On peut dire que c'est un dictateur. Il conserve son pouvoir en accusant notamment certaines parties de la population de comploter et en les faisant arrêter. Donc la population va être surveillée étroitement par une police politique qui dans les années 30 s'appelle le NKVD. Les opposants communistes ou les personnes dénoncées sont arrêtées. Elles sont torturées, tuées ou envoyées dans des camps de travail, donc du goulag, dans les régions très froides de Russie. Donc en 1937 et 1938, Staline décide de se débarrasser de nombreux membres du Parti communiste lors de ce qu'on appelle la Grande Terreur, qui va faire 800 000 morts donc, en Russie. Staline, comme je l'ai dit juste au-dessus, est adepte de ce qu'on appelle les complots et il a toujours peur de se faire attaquer par derrière, ce qui arrivait rarement d'ailleurs, et il va se débarrasser de tous ses anciens amis qui avaient participé à la révolution russe de 1917. Notamment, ces anciens amis sont jugés dans des procès publics où ils vont s'accuser eux-mêmes de manière très surprenante. C'est ce qu'on a appelé les procès de Moscou. Enfin, troisième partie sur cet état totalitaire, la propagande. Donc cette photographie nous montre bien une grande parade sur la place rouge à Moscou en juillet 1935. Donc cette parade montre bien les éléments de propagande communiste, puisque vous avez ici la faucille et le marteau dans une étoile formée par donc, des jeunes. Sur le Kremlin, on voit deux photographies, en grand Lénine et à droite Staline. Donc on voit bien qu'ils sont représentés en très grand, et c'est ce qu'on va appeler le culte de la personnalité en ce qui concerne Staline. Donc Staline contrôle aussi la population donc par la propagande. Les médias sont entièrement contrôlés, que ce soit le cinéma ou la presse. Il y a des grandes manifestations sur la place rouge à Moscou. Et les chiffres de production sont truqués pour montrer que l'économie communiste est en plein développement. Par exemple, le mineur Stakhanov va être traité en héros. Il aurait produit 14 fois plus de charbon que la moyenne, et il va servir d'exemple au reste de la population. On va inciter les ouvriers à travailler de manière très rapide et plus que les heures prévues pour exploser les chiffres de production prévus. Donc autre exemple de propagande, cette affiche où on voit Staline, le petit père des peuples comme il était appelé, qui est habillé en blanc, souriant, qui en reçoit des cadeaux d'enfants, eux aussi très heureux. Grâce à Staline, les enfants grandissent dans la joie et la prospérité. Ici un poème publié dans la Pravda où Staline est carrément comparé au soleil qui est reflété par millions de cœurs humains. C'est lui qui féconde la terre et qui fait naître l'homme. C'est Staline, quasiment un dieu. Donc Staline, pour résumer, est l'objet de ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Il est adoré comme un dieu, il est considéré comme infaillible, il ne se trompe jamais. Il est surnommé le petit peur des peuples. À l'école, les enfants vont apprendre à aimer le bien-aimé Staline. Donc pour conclure sur cela, Staline va mourir en 1953, donc après avoir dirigé le pays pendant près de 30 ans. Là, vous avez ici la une de l'Humanité, le quotidien communiste français, à la mort de Staline. Deuil pour tous les peuples qui expriment dans leur recueillement leur immense amour pour le grand Staline. Donc on voit bien que dans beaucoup de pays dans le monde, et notamment en France, Staline est considéré comme un héros, et le côté terreur de son pouvoir n'est pas du tout mis en avant en 1953. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine fois pour le diaporama commenté
sur Hitler et le nazisme.